Selon une étude de l'unité de médecine légale du service d'anatomopathologie du CHU, du centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan, la Côte d'Ivoire se place au 3e rang des pays africains les plus touchés par le suicide. L'étude menée en 2020 a révélé que sont particulièrement touchés les jeunes dont l'âge varie entre 20 et 29 ans. Ils sont confrontés à de nombreux écueils. Selon des analystes, les taux de chômage et de déscolarisation élevés, ainsi qu'une forte inflation. Mais dans tout ce microcosme, quelle est la place, voire l'importance du psychologue? Nous le saurons à l'instant. Merci de nous rejoindre. Avec nous ce jour, professeur Kwame Félicien, enseignant-chercheur en psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, spécialiste en management de la performance, coach activateur de potentiel. Merci bien, professeur, d'être avec nous. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, chère madame. C'est un plaisir, en fait, d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Merci bien. Alors, en même temps, quel est le regard du psychologue sur ce phénomène? D'accord. Alors, avant même de donner le regard du psychologue sur le phénomène, permettez-moi quand même de situer, de dire quand même un mot sur qui est le psychologue. Oui, effectivement. Voilà, de sorte que nous puissions comprendre son rôle et son importance dans la gestion de ce phénomène-là. Allez-y. Alors, il faut dire que pour être psychologue, il faut être formé à l'université. D'accord. Voilà, et c'est 5 ans d'années de formation après qu'on a le titre de psychologue. Voilà. Et donc, le psychologue, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Le psychologue étudie, pour faire simple, hein, voilà, le psychologue étudie le comportement de l'être humain. D'accord. Il cherche à comprendre, il cherche à expliquer le comportement de l'être humain. L'être humain, c'est Voilà. bien compris. Et donc, sur cette base-là, bien évidemment, en abordant le phénomène de suicide, qui est un phénomène social aujourd'hui, vu son ampleur, je pense qu'il est important. Parce que, comme on le dit, là où vit l'être humain, automatiquement, il y a nécessité d'avoir un psychologue. D'accord. Et donc, chose qui n'est pas assez connue de tous. Tout à fait, effectivement. Et comme vous l'avez dit, on aura l'occasion d'en parler. Effectivement. Même dans le déroulé de cette émission, nous en parlerons. Mais après, dans les années reculées, ce phénomène était assez méconnu. Comme vous l'avez dit déjà, des cas du genre, on ne les entendait pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Qu'est-ce qui n'a pas marché d'abord? Pourquoi c'est ainsi? Alors, il faut dire que ces phénomènes-là évoluent avec la société elle-même. Et donc, du coup, si le phénomène il prend de l'ampleur, ce qui voudrait dire que, étant donné que c'est une expression d'un mal au niveau sociétal, et donc, du coup, il faut qu'on ait le courage véritablement de voir ensemble qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour qu'un phénomène qui n'existait pas avant, et même si ça existait, et qu'il y avait un certain tabou qui était développé autour du phénomène, qu'aujourd'hui il soit mis à nu, et que cela prenne autant d'ampleur, ça veut dire que c'est une alerte. Nous devons nous arrêter et puis chercher à comprendre tous. Voilà en fait comment il faut comprendre vraiment la chose. Et on se demande bien, est-ce que cette hausse vertigineuse n'est pas rendue ostensible du fait du numérique, comme vous êtes en train de le dire? Aujourd'hui, il y a l'avènement des réseaux sociaux, tout est médiatisé, contrairement aux années reculées. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui était, se faisait dans l'ombre, dès que vous toussez même de chez vous, tout de suite, on entend cela sur tous les réseaux et donc du coup, rien ne peut plus se cacher. Et donc, les réseaux sont un moyen de vulgarisation en fait de tous les phénomènes. C'est même pas seulement ce phénomène-là seulement. Tous les phénomènes aujourd'hui sont mis à nu et donc je pense que ça contribue à quelque chose. Et puis récemment, des cas de suicide ont été médiatisés. Vous n'êtes pas sans l'ignorer avec ces suicides récents. Mais le sujet, à notre vue, semble rester tabou. Est-ce que c'est le contexte qui favorise cela, contrairement à l'Europe, où c'est un sujet qui est abordé à tout bout de champ? En Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire, c'est un sujet qui est encore tabou. Alors, il faut dire que ne faut pas isoler, en fait, quand on parle des sujets tabous, il ne faut pas isoler le cas du suicide. Parce que même en Côte d'Ivoire, quand on parle même de santé mentale, c'est un sujet qui est tabou. Parce que
Par exemple, quand je dis je m'en vais voir mon psychologue, c'est comme si je suis malade. D'accord. Vous comprenez? C'est déjà mal vu, hein? Mais c'est déjà mal vu. D'accord. Et donc, du coup, quand j'ai un problème qui tend à me dépasser au niveau mental, au niveau psychologique, je préfère garder pour moi, de peur d'être la risée des autres, des pères, de la famille. Et donc, du coup, je préfère garder pour moi. Voilà, en fait, ce qui va entretenir ce tabou-là autour de la question même de la santé mentale, dont l'une des ramifications est bien entendu ces cas de suicide. Et après, on a entendu des personnes dire qu'on préfère approcher notre frère, notre soeur, pour lui faire part ou leur faire part du problème existant. Oui, on peut le faire. On prend par exemple le frère comme le psychologue, la sœur comme la psychologue, sans approcher des professionnels du milieu. Tout à fait. Mais le frère n'est pas, on ne peut pas substituer le frère au psychologue, malheureusement. Parce que le psychologue, il a été formé à cela. Regardez par exemple, souvent quand les cas de suicide surviennent, on se dit mais il était là, tout allait bien et puis subitement, non, il n'y a rien, il n'y a jamais rien eu de cas subis. De suicide. Il y a toujours des signes avant-coureurs. Et comme les populations ne sont pas formées à ces signes avant-coureurs, lorsque l'événement, lorsque le suicide se produit, tout de suite on pense que. Sinon, il y a des signes avant-coureurs. Donc, qu'est-ce que la population devrait faire? Prêter attention méticuleusement? Bien sûr. Je pense qu'il nous appartient à nous aussi de former les populations sur les signes avant-coureurs des cas de suicide. Voilà. Quand par exemple vous êtes avec un frère ou une sœur dont le comportement par exemple alimentaire il change subitement, ou il devient, je ne sais pas moi, qu'il commence à manger beaucoup ou alors à ne pas du tout manger, et cela sur un long moment. C'est-à-dire, les médecins vont vous dire que quand il fait cela, il manifeste certains signaux au bout de 2 semaines. Cela va tendre à faire quoi? À être des signes manifestes, par exemple, de la dépression. De la dépression. Alors que la dépression, en réalité, c'est un facteur de risque. C'est l'un des facteurs de risque du suicide. Oui. Les cas d'anxiété, ce sont des facteurs de risque du suicide. Et tous ces éléments-là sont en fait appréhendés par le psychologue qui sait comment est-ce que ces pathologies-là se manifestent. D'accord. Et donc, du coup, lui, il n'est pas surpris. S'il vit vraiment avec ça, il n'est pas surpris par... parce que le suicide, en fait, c'est comme si c'était le dernier élément. Le dernier recours. D'accord. En même temps, on en vient, le rôle de psychologue. Tout à l'heure, professeur, si vous posez la question à une personne lambda, c'est qui un psychologue? La personne te dira tout go que c'est celui-là qui lit dans la tête de l'être humain. Mais dans ce contexte-ci, quel est le rôle du psychologue? Vous avez dit informer la population. Est-ce que cela est fait? Alors, on parle d'abord du rôle. Si vous parlez du rôle du psychologue, alors il faut dire que le psychologue, dans son rôle, dans sa responsabilité, va se situer à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau de la prévention. D'accord. Au niveau de la prévention. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le psychologue, c'est celui-là même qui a pris la peine d'étudier et qui connaît les signes avant-coureurs du suicide. Et donc, du coup, à partir de ces signes avant-coureurs, il peut aussi mettre en place ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, qui est une sorte de thérapie qu'on fait pour amener l'individu à changer sa manière de penser. Parce que le suicide est lié à quoi? Le suicide est dû au fait que l'individu est assailli par des pensées qui sont plutôt négatives. Et donc, comment amener l'individu à changer ces pensées-là? Et ça, à titre préventif, je pense que c'est un travail qui est fait par le psychologue. Ça, c'est l'un des rôles. Alors, il y a aussi, en dehors de la prévention, il y a aussi l'évaluation qui peut être faite par le psychologue. Je vous ai dit ici tantôt qu'il y a des signes avant-coureurs. Et donc, du coup, le psychologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaluer le niveau de ces risques-là. Il va évaluer le niveau de ces risques. Et lorsqu'il a évalué le niveau de ces risques, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va suivre? Il va mettre en place un accompagnement pour amener l'individu à... Donc, de manière factuelle ou pratique, comment cela se fait? Vous investissez le terrain ou c'est l'individu qui va vers vous? Comment ça peut se faire? Au niveau de la pratique de la psychologie, il faut dire que le psychologue
généralement, dans son approche, ce n'est pas lui qui va vers l'individu. D'accord. Voilà. Donc, ce que nous faisons, c'est de sensibiliser les populations à prendre conscience du fait qu'il y a la nécessité, dès l'instant où ils sentent un certain débordement au niveau psychologique, d'aller voir un psychologue. Est-ce que l'individu ou le citoyen lambda ne se pose pas des questions relativement aux honoraires? Est-ce que avoir ou solliciter les services d'un psychologue ne nécessite pas d'avoir des moyens assez faramineux, d'où la réticence? Mais quand vous dites moyens faramineux, c'est quoi le moyen? Des foyers énormes. C'est quoi le moyen faramineux? Alors, je vais vous dire une chose. En réalité, c'est parce qu'on n'en fait pas une priorité. D'accord. Le jour où les citoyens, ou les populations ivoiriennes, africaines, vont faire de leur santé mentale une priorité, vous verrez que ça n'aura plus de coût. Le coût est lié au fait qu'en réalité, nous-mêmes, on n'investit pas psychologiquement dans la chose. Et comme on pense que c'est la chose d'autres personnes, ça ne peut qu'arriver aux autres. Ah non, moi je suis fort. Donc pourquoi je vais aller pour quelque chose que je peux tout de suite gérer moi-même? Pourquoi je vais aller payer de l'argent pour voir un psychologue? Et puis aussi, il faut dire que la chose, elle est culturelle. Parce qu'en Afrique, par exemple, dans l'Afrique ancienne, aller voir quelqu'un pour prendre des conseils, ça ne se paye pas. Ça ne se paye pas. Et donc, du coup, pour le citoyen, aller voir professeur Kwame et puis lui exposer ce qu'il vit, professeur Kwame l'accompagne à relever les défis. Bon, ça, en quoi est-ce que professeur Kwame va être En même temps, il y a une question qui me taraude l'esprit. C'est vrai qu'on tire pratiquement au terme de notre émission, le sujet étant quand même intéressant. Mais est-ce que votre exercice, je veux dire, sur le terrain, votre mise en pratique n'est pas biaisée par les préjugés des Ivoiriens, prenant ce phénomène comme anormal, paranormal ou un phénomène spirituel? Effectivement, on peut parler de tous ces biais, de tous ces aléas, mais c'est justement la raison pour laquelle, parmi les actions du psychologue, il y a cette question d'éducation et de sensibilisation qui doit être faite. De sorte qu'on n'ait plus honte de dire que psychologiquement nous sommes malades. De dire que psychologiquement ça ne va pas. Je suis prêt tout de suite à vous dire, chère madame, que physiquement ça ne va pas, j'ai un palud, j'ai des courbatures et autres, mais je ne suis pas prêt à vous dire qu'il y a un problème qui me chagrine. Vous comprenez? Oui, effectivement. Voilà, parce que là je me dis, non, elle va trouver que je suis faible et autres. Donc il y a tellement de préjugés autour de la question même de la santé mentale. Et donc du coup, je pense, c'est justement ce travail-là que nous autres, nous sommes en train de faire pour que les populations puissent prendre conscience que le fait d'aller voir un psychologue, d'avoir une difficulté psychologique, ne veut pas dire que nous sommes faibles. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est parce que nous sommes dans la dynamique de l'action que nous sommes confrontés à des difficultés, que nous sommes confrontés à des challenges. Et donc, le psychologue ne fait que nous aider à surmonter, à relever cette défi-là. Et en même temps, nous, on voit vos actions sur la toile, vos accompagnements. On vous encourage dans cela. Et dans d'autres numéros, nous allons nous projeter sur l'implication du psychologue dans tous les compartiments de la vie sociale. Parce qu'effectivement, il y a certaines personnes qui ne savent pas que vous intervenez partout, tout à fait. dans tous les compartiments. Merci bien, professeur, d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces détails. Malheureusement, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été vraiment précis, concis. Et puis, au plaisir de vous revoir dans d'autres numéros, comme je l'ai dit. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, spécialiste en management de la performance, coach, activateur de potentiel. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien et prenez soin de votre santé mentale.